Il y a des visages qui nous apaisent. Des présences qui inspirent confiance d'un simple regard, d'un geste attentif, d'un mot doux murmuré avec justesse. Mais parfois, ces visages abritent une tempête silencieuse. Une guerre intérieure que même leur porteur ne soupçonne pas. C'est dans ces silences bienveillants, dans ces sourires parfaitement ajustés, que se cache l'ombre la plus insidieuse. Et c'est ici que commence notre voyage. Et si le danger ne venait pas des brutes visibles, des colères franches, des coups assumés, mais plutôt de ceux qui ne lèveraient jamais la voix? Ceux qui, toujours polis, toujours présents, toujours compréhensifs, sont incapables de reconnaître leur propre obscurité? Carl Jung parlait de l'ombre comme de cette partie refoulée de l'âme, celle que nous refusons de voir, parce qu'elle contredit l'image que nous avons de nous-mêmes. L'ombre n'est pas le mal, elle est ce que nous jugeons inacceptable, ce que nous enfouissons dans les coins les plus profonds de notre psyché. Et lorsque nous la nions, elle trouve d'autres chemins. Elle agit à notre insu. Elle devient comportement, projection, blessure infligée en silence. Il y a des gens dont l'équilibre apparent repose sur un déni profond. Ils se sont construits comme des forteresses de vertu, toujours généreux, toujours raisonnables, toujours responsables. Mais cette perfection a un prix. Ce qu'ils refusent de vivre consciemment s'infiltre dans leurs relations. La frustration se transforme en contrôle, la jalousie en sollicitude excessive, la colère en froideur passive. Ils ne vous crieront jamais dessus. Ils ne vous blesseront jamais directement. Non. Leur violence est feutrée. Elle prend la forme du doute qu'ils sèment en vous, de la culpabilité subtile qu'ils entretiennent, du besoin constant d'approbation qu'ils exigent sans jamais le nommer. Ce sont parfois nos amis les plus chers. Nos parents les plus protecteurs. Nos partenaires les plus patients. Mais leur bienveillance est truffée d'attentes inconscientes. Et lorsque vous vous écartez du rôle qu'ils ont prévu pour vous, quelque chose se brise. Pas en vous. En eux. Une fragilité cachée remonte à la surface, et vous devenez soudainement l'ennemi. Non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que vous avez réveillé en eux une ombre qu'ils s'étaient juré d'oublier. Jung écrivait, l'on devient dangereux quand on se croit uniquement bon. Parce que cette croyance empêche tout examen intérieur. Elle rend sourd à la nuance, aveugle à la complexité. Celui qui pense être juste en tout point finit par justifier l'injustifiable, tant qu'il ne le reconnaît pas comme tel. C'est cela, le paradoxe cruel. Certains des plus grands manipulateurs ne savent pas qu'ils manipulent. Ils pensent aider. Ils pensent aimer. Ils pensent vous sauver. Et c'est précisément ce qui les rend dangereux. Leur inconscience devient votre prison. Ces personnes ne sont pas mauvaises au sens moral. Elles sont dissociées. Déconnectées de leur propre noirceur. Et cette dissociation les rend imprévisibles. Un jour, elles vous élèvent. Le lendemain, elles vous ignorent. Vous n'avez rien fait. Mais vous avez déclenché en elles un mécanisme qu'elles ne contrôlent pas. C'est là qu'apparaît la violence la plus subtile, celle qui ne se reconnaît pas comme telle. Celle qui se dissimule derrière des conseils, des attentions, des sourires. Et pourtant, elle vous use. Elle vous fait douter de vous-même. Elle vous fait croire que le problème vient de vous. Et c'est ainsi que, lentement, vous vous éloignez de vous-même, pour rester dans leur lumière. Une lumière qui n'en est pas une. Ce genre de personne ne crie pas. Elle réécrit doucement la réalité. Elle injecte ses propres peurs dans vos décisions. Elle vous pousse à la conformité tout en vous disant que vous êtes libre. Et vous l'êtes, jusqu'à ce que vous cessiez de les conforter dans leur illusion. Alors, elle change. L'ombre sort. La colère, le rejet, le froid, l'indifférence. Vous découvrez une facette que vous ne soupçonniez pas. Et vous vous sentez trahi. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous réalisez qu'elles ont toujours été ainsi. Seulement, elles ne se voyaient pas elles-mêmes. Cette prise de conscience est douloureuse. Parce qu'elle brise une image, une confiance, un lien. Mais elle est nécessaire. Elle vous protège. Car on ne peut se défendre de ce que l'on refuse de voir. Et parfois, la véritable sagesse consiste à s'éloigner. Non par mépris, mais par lucidité. Non par colère, mais par amour de soi. La vraie question n'est donc pas, puis-je faire confiance à cette personne? Mais plutôt, cette personne est-elle en paix avec son ombre? La reconnaît-elle? L'apprivoise-t-elle? Car celui qui a fait la paix avec sa propre noirceur ne vous fera jamais porter son poids. C'est là, dans cette acceptation de l'ombre, que commence la vraie lumière. Il existe en chacun de nous une région secrète, silencieuse, impénétrable, que nous préférons ignorer. Ce n'est pas un lieu extérieur, mais une pièce intérieure, sans fenêtre, sans miroir. Carl Jung l'a nommé, l'ombre. Une part de l'âme que nous cachons, non pas aux autres, mais d'abord à nous-mêmes. Non pas parce qu'elle est nécessairement monstrueuse, mais parce qu'elle dérange la belle image que nous avons appris à aimer de nous-mêmes. L'ombre, ce n'est pas le mal. C'est tout ce que nous refusons de voir. C'est cette colère que l'on justifie par la fatigue, cette jalousie qu'on appelle lucidité, cette cruauté verbale qu'on maquille en franchise. Ce sont ces élans de domination déguisés en soins,
ses envies de punir camouflées en justice. Chaque fois que nous disons ce n'est pas moi, alors que c'est exactement ce que nous venons de faire là, c'est l'ombre qui parle. Jung n'a jamais proposé de la détruire. Il savait que l'ombre, ignorée, se venge. Refoulée, elle ne disparaît pas, elle attend. Et plus nous nous croyons au-dessus d'elle, plus elle trouve des chemins détournés pour agir. Dans les lapsus. Dans les silences. Dans les gestes faits trop fort ou trop tard. Ce que nous appelons parfois le destin n'est que l'ombre à l'œuvre, quand nous refusons de lui faire face. Pensez à ces personnes qui se veulent irréprochables. Leur discours est toujours poli, mesuré, généreux. Mais parfois, on ressent un malaise subtil à leur contact. Comme si quelque chose en elles n'était pas aligné. Ce ne sont pas les mots qui posent problème, mais leur rigidité. Leur incapacité à tolérer l'imperfection, chez les autres comme en elles-mêmes. Un thérapeute peut tomber dans ce piège. Il aide, il guide, il éclaire. Mais s'il refuse de reconnaître sa propre envie de contrôle, il devient intrusif. Il ne soigne plus, il façonne. À son image. Un parent surprotecteur peut enfermer son enfant dans une prison de tendresse. Parce qu'il ne supporte pas l'idée de sa propre peur, il impose des limites étouffantes, tout en affirmant agir par amour. Mais l'amour qui nie la liberté n'est plus amour. C'est l'ombre déguisée en vertu. Reconnaître son ombre, c'est accepter que la bonté ne nous définit pas intégralement. Que l'on est aussi capable d'envie, de mépris, d'abandon, de rejet. Et que cela ne fait pas de nous des monstres. Cela fait de nous des humains. Celui qui ose descendre en lui-même, non pour s'excuser, mais pour comprendre, devient libre. Non pas parce qu'il se purifie, mais parce qu'il se connaît. Il y a quelque chose de terriblement séduisant dans l'idée d'être au-dessus de tout ça. D'avoir transcendé la colère, le besoin, l'orgueil. Mais ce genre de transcendance est souvent une fuite. Une auto-illusion. Car ce que nous croyons avoir dépassé continue d'agir depuis l'ombre. Plus nous prétendons ne pas être jaloux, plus nous risquons de saboter la joie de ceux qui réussissent. Plus nous nous disons imperméables à l'ego, plus nous exigeons des remerciements silencieux pour notre prétendue humilité. L'ombre se nourrit de nos dénégations. Elle s'enracine dans nos refus. Et pourtant, lorsqu'elle est accueillie, elle devient une alliée. Elle révèle les contours réels de notre être. Elle nous empêche de tomber dans l'orgueil spirituel, dans la moralité de façade, dans la fausse lumière. Celui qui connaît son ombre devient plus doux, plus prudent, plus attentif. Il ne juge plus trop vite, car il sait qu'en chaque personne répréhensible, il y a une part de lui-même. Il devient moins dangereux, parce qu'il ne projette plus ses monstres sur les autres. Il les a reconnus, il les a nommés, il leur a donné une place, à l'intérieur. Car l'alternative est bien plus risquée. Celui qui nie son ombre devient son instrument. Et il ne s'en rend pas compte. Il croit défendre la vérité, alors qu'il impose son orgueil. Il croit aimer, alors qu'il étouffe. Il croit protéger, alors qu'il manipule. Et autour de lui, les autres sentent une incohérence. Quelque chose qui ne colle pas. Une bienveillance qui pèse. Un conseil qui dérange. Un regard trop insistant, une compassion trop calculée. Ce ne sont pas des gestes mauvais. Ce sont des gestes déformés par une psyché divisée. Le chemin vers l'intégrité n'est pas celui de la lumière pure. C'est celui du clair-obscur. De la nuance. De l'ambivalence assumée. Jung disait que l'individu accompli est celui qui a intégré l'ombre. Pas celui qui l'a vaincu, mais celui qui lui a fait une place, sans se laisser dominer. Et c'est là une forme d'humilité rare, mais essentielle. Dire, je suis capable du pire. Et pourtant, je choisis le mieux. Non pas par ignorance de ce pire, mais justement parce qu'on le connaît. Ceux qui refusent de voir leur propre noirceur finissent par devenir les pires juges. Car ils voient en l'autre ce qu'ils ne supportent pas en eux-mêmes. Ils n'aiment pas, ils projettent. Ils ne comprennent pas, ils classent. Ils ne pardonnent pas, ils punissent, au nom d'une morale qu'ils croient pure, mais qui n'est que leur ombre déguisée. Alors, que faire? Regarder en soi. Lentement. Sans complaisance. Sans violence non plus. Reconnaître ses pulsions. Nommer ses contradictions. Se pardonner ses impulsions, sans les justifier. S'observer, dans les moments d'irritation, de comparaison, de pouvoir. Et petit à petit, devenir un peu plus lucide. Un peu plus complet. Un peu plus humain. L'ombre ne disparaîtra jamais. Mais une ombre regardée devient moins dangereuse. Et celui qui l'a vue peut enfin marcher dans la lumière, sans avoir peur de la perdre. Il y a des gens qui vous apaisent dès le premier contact. Leur voix est douce, leurs paroles choisies avec soin. Ils savent écouter, valider, rassurer. Leur énergie semble inépuisable, leur sourire permanent. Ils sont aimés, recherchés, souvent admirés. Mais derrière cette perfection polie, quelque chose cloche. Un infime décalage, presque imperceptible. Comme un murmure étouffé dans une pièce trop bien rangée.
Carl Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons pour nous adapter, pour être acceptés, pour fonctionner dans le monde. Il n'en faisait pas un mal en soi, mais il mettait en garde. Quand la persona devient trop rigide, quand elle remplace le moi profond, alors elle devient une prison. Un mensonge subtil mais corrosif, un vernis si lisse qu'il finit par étouffer la peau en dessous. Certains individus vivent dans ce masque. Ils n'ont plus de frontières entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Ils ne s'autorisent jamais à être en colère, fatigués, tristes, confus. Leur lumière est constante, presque artificielle. Et c'est cette constance même qui rend leur présence dérangeante. Car tout ce qui est humain en eux semble avoir été sacrifié sur l'autel de l'acceptabilité. On pourrait les croire inoffensifs. Et pourtant, ce sont parfois les plus instables. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont dissociés. Ils ont fui leur ombre si loin qu'ils ne savent plus ce qu'ils ressentent vraiment. Tout est filtré, reformulé, socialisé. Ils ne vivent pas leurs émotions, ils les traduisent. Et derrière leur empathie apparente se cache souvent une peur terrible de l'authenticité. Imaginez un être qui veut être aimé à tout prix. Qui, depuis l'enfance, a appris à plaire, à s'adapter, à ne jamais déranger. Cet être développe une intuition fine des attentes des autres. Il devient caméléon. Mais ce faisant, il perd le contact avec ses propres contours. Il ne sait plus dire non. Il ne sait plus dire je. Et peu à peu, sa gentillesse devient un outil de contrôle, inconscient mais réel. Il offre pour recevoir. Il comprend pour ne pas être abandonné. Il aime pour exister. Ce n'est pas une manipulation calculée. C'est une stratégie de survie. Mais elle fait des dégâts. Car l'autre, celui qui se trouve face à cette gentillesse étouffante, sent qu'il y a une attente invisible. Une tension sous-jacente. Et lorsqu'il cesse d'y répondre, le masque se fissure. Celui qui semblait si doux peut devenir distant, passif-agressif, parfois même cruel. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que son masque ne tient plus. C'est cela, le danger de la persona, elle n'évolue pas. Elle ne respire pas. Et tôt ou tard, la réalité vient la heurter. Une rupture, un rejet, une critique, et tout s'effondre. L'individu, incapable de faire face à cette dissonance, peut basculer dans l'angoisse, dans l'agression ou dans le repli. Car il n'a plus de sol intérieur. Il n'a plus de refuge authentique. Jung aurait appelé ces individus des inconscients dangereux. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes. Leur lumière excessive masque une ombre gigantesque, jamais explorée. Et cette ombre agit en coulisses, tordant les relations, faussant les intentions, abîmant les liens les plus sincères. Ce sont parfois ces amis qui ne supportent pas que vous soyez triste. Qui vous inondent de solutions quand vous avez juste besoin d'être écouté. Ou ces collègues toujours positifs, mais qui explosent subitement quand vous ne validez pas leur enthousiasme. Ou encore ces partenaires qui vous aiment intensément, tant que vous correspondez à leur idéal. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de voir. De comprendre que la violence psychique ne prend pas toujours la forme du conflit. Elle peut être douce, souriante, presque maternelle. Et pourtant, elle enferme. Elle pousse l'autre à se conformer, à s'adapter, à entrer dans un moule invisible. Le message implicite est clair, sois comme moi, lumineux, calme, parfait, sinon je ne saurais pas t'aimer. Mais l'amour réel n'a pas besoin de masque. Il tolère l'imperfection. Il respire l'ambiguïté. Il accepte que l'autre soit autre, parfois difficile, parfois fragile, parfois sombre. Il ne cherche pas à lisser, mais à rencontrer. À toucher ce qui est vrai. Alors, peut-être faut-il apprendre à se méfier de la perfection trop lisse. Non pour la rejeter, mais pour l'interroger. Derrière certains visages séduisants se cache une tempête non dite. Et si l'on ne veut pas y être emporté, il faut apprendre à regarder au-delà du masque. À écouter ce qui ne se dit pas. À ressentir ce qui ne s'affiche pas. Parce que l'excès de lumière, parfois, cache les ténèbres les plus profondes. Il est une vérité que peu osent regarder en face. Ce que nous ne supportons pas chez l'autre, c'est souvent ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Carl Jung appelait cela la projection. Un mécanisme psychique aussi ancien que l'âme humaine. Une défense subtile, presque élégante, qui consiste à expulser hors de soi ce qui nous dérange intérieurement. Comme si l'on brisait un miroir pour ne plus avoir à affronter son propre reflet. Nous projetons nos peurs, nos envies, nos frustrations, nos colères, et elles prennent le visage de l'autre. Ce n'est plus nous qui sommes jaloux, orgueilleux, rigides, ce sont eux. Ceux qui nous entourent deviennent les porteurs de notre ombre. Ils l'incarnent malgré eux, et nous, sans le savoir, devenons leurs juges. Ce n'est pas un acte conscient. C'est une dérive de l'âme non explorée. Et cette dérive peut être dévastatrice. Il y a des personnes qui semblent vivre dans une guerre permanente contre leur entourage. Rien ne va. Tout offense. Chacun les déçoit. Tout le monde est problématique, manipulateur, toxique. Ces individus se perçoivent comme des victimes d'un monde injuste,
alors qu'ils sont souvent les architectes invisibles de leur propre chaos. Ils accusent avec conviction, mais ne s'accusent jamais. Ils condamnent sans nuance, mais refusent l'autocritique. Ils sont dans une dissonance intérieure si grande qu'ils doivent en faire un spectacle extérieur. La tension en eux est si forte qu'ils ont besoin de la projeter sur quelqu'un, n'importe qui, pour ne pas être déchirés de l'intérieur. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse où l'un des deux reproche sans cesse à l'autre un manque d'engagement, une froideur, un ego trop présent. Mais derrière ces reproches, il y a souvent une réalité plus complexe. C'est celui qui accuse qui, en vérité, craint l'intimité, fuit l'exposition, ou exige une reconnaissance constante. Il ne voit pas sa propre difficulté à aimer, à faire confiance, à lâcher prise. Il utilise l'autre comme un miroir, mais un miroir déformant. Et dans cette déformation, le lien s'abîme. Car l'autre, face à une accusation injuste, se replie. Il doute. Il se justifie. Il s'excuse de fautes qu'il n'a pas commises. Jusqu'à ce qu'il ne sache plus qui il est vraiment. La projection devient alors un piège. Un théâtre cruel où l'on force les autres à jouer des rôles qu'ils n'ont pas choisis, dans une pièce dont ils ignorent les règles. C'est une emprise douce, mais corrosive. Elle ne frappe pas, elle insinue. Elle ne blesse pas frontalement, elle ronge lentement. Ce phénomène se retrouve aussi dans certaines formes de spiritualité. Des individus, persuadés d'avoir atteint une clarté intérieure, deviennent intolérants à tout ce qui ne reflète pas leur idéal. Ils parlent de compassion, mais rejettent violemment la contradiction. Ils se disent éveillés, mais réagissent avec hostilité à la moindre critique. Ils projettent leur propre orgueil, leur besoin de contrôle, leur peur de l'ombre sur ceux qu'ils accusent d'être non conscients, égoïstes, ou dans l'ego. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à éviter leur propre obscurité. Le plus grand danger de la projection, c'est qu'elle crée des illusions cohérentes. Tout s'imbrique. Chaque détail devient une preuve. Chaque comportement de l'autre vient renforcer notre scénario intérieur. Et plus nous sommes convaincus, plus l'autre devient piégé. Car il ne combat pas seulement une accusation, il combat une image que nous avons collée sur lui, un masque que nous avons fabriqué à partir de nos propres peurs. Jung nous met en garde, méfiez-vous de ceux qui n'ont jamais tort. Méfiez-vous de ceux qui sont toujours la victime, toujours le juste, toujours le clairvoyant. Car ce sont souvent eux qui projettent le plus. Non par malveillance, mais par aveuglement. Leur force apparente est une fragilité non reconnue. Leur certitude est un refus de se regarder en face. Comment, alors, reconnaître la projection dans notre propre vie? Par le malaise. Par ces moments où l'on s'énerve démesurément face à une petite remarque. Par ces personnes que l'on ne supporte pas sans raison claire. Par ces critiques que l'on répète, encore et encore, sans qu'elles ne soient réellement entendues. La projection laisse des traces, tension, confusion, répétition. Et surtout, une absence totale de remise en question. Mais il y a un antidote. Un remède ancien et difficile, la lucidité. Cette capacité à se demander, humblement, dans chaque colère, dans chaque accusation, et si cela parlait de moi? Non pas pour se blâmer, mais pour se comprendre. Non pas pour s'enfermer dans la culpabilité, mais pour sortir du cycle de la répétition. Car celui qui ose reconnaître ce qu'il projette commence à reprendre possession de lui-même. Il cesse de voir le monde comme un tribunal et commence à le voir comme un miroir. Il ne cherche plus des coupables, il cherche des vérités. Et c'est là que les relations changent. Elles deviennent plus simples, plus justes, plus profondes. Parce que chacun y entre non pour se défendre, mais pour se révéler. Le danger n'est pas dans les conflits. Il est dans l'aveuglement. Dans cette certitude d'avoir toujours raison, d'être toujours du bon côté. C'est cette certitude qui alimente la haine, la rupture, la solitude. Mais le doute sincère, humble, ouvert, est peut-être l'un des plus grands actes d'amour que nous puissions offrir aux autres, et à nous-mêmes. Il existe une lumière qui n'éclaire pas, elle éblouit. Elle brille si fort qu'elle efface les contours, qu'elle dissout les aspérités, qu'elle gomme les ombres. Et dans cette clarté apparente, quelque chose se perd, l'humain. Le réel. Le tragique. Dans notre époque saturée de discours sur la conscience, la paix intérieure, l'éveil spirituel, une tentation sourde s'installe. Celle de fuir l'épaisseur du monde sous prétexte de le transcender. Mais cette fuite n'est pas un chemin vers la sagesse, c'est un contournement. Une élévation factice. Une dissimulation. Carl Jung mettait en garde contre cette illusion. Il savait que certains utilisent la spiritualité non pour se connaître, mais pour se fuir. Derrière les mots apaisants, derrière les injonctions à la sérénité, se cachent parfois des peurs profondes, des colères muettes, des blessures non assumées. Ces êtres éveillés se disent détachés, mais ils fuient l'engagement. Ils parlent d'amour universel, mais ne supportent pas l'imperfection d'autrui. Ils invoquent la lumière, mais ne supportent pas d'être contredits. Leur élévation devient un masque. Un nouveau rôle. Une nouvelle persona plus séduisante, plus noble, mais tout aussi creuse.
La vérité, c'est que la spiritualité peut devenir un outil de domination. Une manière subtile d'imposer sa vision, de se placer au-dessus, d'éviter la confrontation. Sous couvert de sagesse, certains assoient leur pouvoir. Ils donnent des conseils qui ne s'appliquent pas. Ils parlent de compassion en excluant ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils prêchent l'humilité avec une arrogance tranquille. Et celui qui ose exprimer un doute, une colère, une douleur, se voit aussitôt jugé comme non conscient, pris dans l'ego, encore attaché aux illusions. Ainsi, la lumière devient jugement. Le silence devient condamnation. L'éveil devient ségrégation. Mais ce n'est pas cela, être conscient. Ce n'est pas effacer le tragique, c'est l'embrasser. Ce n'est pas s'extraire du monde, c'est y plonger les yeux ouverts. C'est sentir, pleinement, sans filtre, ce que signifie être un être humain, fragile, contradictoire, bouleversé, parfois injuste, souvent perdu. Jung écrivait que ceux qui refusent de voir l'ombre, ceux qui fuient le tragique, ne comprennent rien à l'âme humaine. Car l'âme ne se tient pas dans la lumière pure. Elle vit dans les contrastes, dans les tensions, dans les luttes invisibles. Elle respire là où l'on accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout purifier, de ne pas tout comprendre. La véritable sagesse ne fuit pas l'ombre, elle l'intègre. Elle n'impose pas un sourire constant, elle accueille les larmes. Elle ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres, elle descend en soi pour mieux rencontrer l'autre. Celui qui est vraiment éveillé ne se croit pas supérieur. Il doute. Il écoute. Il se remet en question. Il ne parle pas en termes de niveau de conscience ou des énergies basses. Il parle avec simplicité, parce qu'il sait que toute vie humaine, même la plus chaotique, mérite d'être regardée avec tendresse. Mais dans ce monde où la douleur fait peur, où l'imperfection est une honte, beaucoup préfèrent se réfugier dans des discours parfaits. Ils ne disent plus je souffre, ils disent je traverse une vibration. Ils ne disent plus je ne sais pas, ils disent je ressens que c'est juste pour moi. Et petit à petit, la langue devient un voile. Un filtre qui empêche le vrai. Il ne s'agit pas de rejeter toute démarche intérieure. Au contraire. Il s'agit de la ramener sur terre. De rappeler que l'éveil, s'il est réel, ne nous éloigne pas des autres, il nous en rapproche. Il ne nous rend pas inatteignables, il nous rend plus tendres, plus ouverts, plus vrais. Le danger, ce n'est pas la spiritualité. C'est la fuite déguisée en spiritualité. C'est l'orgueil camouflé en sagesse. C'est le refus de l'ombre déguisée en lumière. Et ce danger est d'autant plus subtil qu'il est séduisant. Qui ne voudrait pas croire qu'il a dépassé la douleur? Qui ne voudrait pas se sentir au-dessus de la confusion humaine? Mais ce désir, aussi compréhensible soit-il, peut devenir une prison dorée. Et dans cette prison, nous cessons de ressentir. Il faut oser redescendre. Oser dire, je ne suis pas parfait. Je suis parfois mesquin, jaloux, exigeant. J'ai des colères anciennes, des peurs silencieuses, des blessures non cicatrisées. Et c'est précisément cela qui fait de moi un être humain. Ce n'est pas dans le rejet du tragique que je grandis, mais dans son acceptation. La lumière véritable n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se reconnaît dans la façon dont on tient la main de quelqu'un qui tombe, dont on écoute une douleur sans l'interpréter, dont on aime sans chercher à guérir. Et c'est là, dans cette humanité nue, imparfaite, que réside la sagesse. Non dans les hauteurs de la pureté, mais dans les profondeurs du réel. Il y a des présences qui nous égarent. Elles ne crient pas, ne blessent pas ouvertement, ne menacent jamais. Mais elles installent en nous un doute silencieux, une fatigue subtile, une perte de clarté. Ce sont ces personnalités qui, parce qu'elles n'ont jamais regardé leur propre ombre, manipulent sans le savoir, tordent les liens, et enferment les autres dans leur théâtre intérieur. Alors, comment s'en protéger? Comment ne pas devenir une marionnette de leur inconscience? La réponse ne se trouve pas dans une stratégie sociale, mais dans une lucidité radicale. Une lucidité sur soi. Sur ce qui en nous reste encore malléable, vulnérable, flou. Car ce n'est pas la force de l'autre qui nous piège, c'est notre propre inattention. Carl Jung disait, connais ton ombre, sinon elle te possédera. Mais il aurait aussi pu dire, connais ton ombre, sinon tu attireras ceux qui en profiteront. Car ce que nous ignorons en nous devient une porte ouverte. Un accès sans défense. Ceux qui projettent leur chaos, leur besoin de contrôle ou leur détresse affective trouvent en nous un terrain fertile si nous ne savons pas reconnaître nos propres manques. La véritable protection commence donc par l'honnêteté intérieure. Accepter qu'en chacun de nous réside des fragilités, besoin de reconnaissance, peur de l'abandon, désir d'être utile, crainte du conflit. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une humanité. Mais c'est aussi une brèche. Et si nous ne la regardons pas en face, elle sera exploitée. La clarté intérieure est un rempart. Non pas un mur de froideur, mais une lumière qui empêche l'ombre d'autrui de se confondre avec la nôtre. Cette clarté ne rend pas invincible. Elle rend discernant. Elle permet de sentir, presque instinctivement, quand quelque chose sonne faux. Quand un mot doux est chargé d'une attente.
Quand une sollicitude devient une dette invisible. Quand une relation exige qu'on renonce à soi pour rester aimé. Les stoïciens parlaient de l'autonomie du jugement. Ils disaient que notre paix dépend de notre capacité à distinguer ce qui relève de nous, et ce qui appartient au monde. Cette frontière, invisible mais vitale, protège. Elle permet d'écouter sans absorber. De comprendre sans excuser. D'aimer sans se dissoudre. Mais cela suppose un ancrage intérieur. Une présence à soi. Être capable de se demander, dans chaque interaction, suis-je encore moi? Ou suis-je en train de me plier à une dynamique que je ne comprends pas? Ce questionnement est une forme de méditation. Une vigilance douce, mais constante. Et parfois, la réponse conduit à poser une distance. Pas une rupture violente. Pas un rejet brutal. Mais un pas de côté. Une mise à l'écart sereine, silencieuse, claire. Jung écrivait que la distance peut être une forme d'amour, l'amour de soi, d'abord. Mais aussi le respect de l'autre, qu'on refuse de transformer en bourreau malgré lui. La distance saine n'est pas une fuite. C'est une affirmation. Elle dit, je vois ce que tu es. Je comprends ton histoire. Mais je choisis de ne pas m'y perdre. Elle ne juge pas, mais elle trace. Elle ne punit pas, mais elle protège. Il faut du courage pour poser ses limites. Car certains réagiront. Ils accuseront. Ils feront naître en vous le doute, la culpabilité, le sentiment d'être égoïste ou dur. Mais là encore, la clarté est la clé. Se rappeler que l'on ne doit rien à ceux qui nous abîment. Que la loyauté n'est pas l'oubli de soi. Que la bonté n'est pas la soumission. Et surtout, que l'on n'est pas responsable de l'ombre que l'autre refuse de voir. La liberté intérieure commence là, dans cette capacité à être en relation tout en restant souverain. À tendre la main sans se laisser tirer vers le fond. À aimer, parfois, en silence, depuis une distance nécessaire. Ce n'est pas une posture froide. C'est une posture lucide. Une forme d'amour mature, qui sait que l'on ne sauve personne en se sacrifiant. Que l'on ne guérit personne en s'effaçant. Et que parfois, la plus grande compassion est de se retirer. Se libérer de leur influence, ce n'est pas les rejeter. C'est cesser de confondre leurs blessures avec les nôtres. C'est sortir de la fusion, pour entrer dans une relation vraie, ou pour s'en éloigner avec dignité. C'est refuser d'être le miroir de leur ombre. Et redevenir le gardien de sa propre lumière. Et s'il n'y avait pas, au fond, de combat à mener? Et si la paix ne naissait pas de la vigilance, de la méfiance, de la distance, mais de l'intégration? Jung, dans sa sagesse profonde, ne nous invitait pas à craindre les autres, il nous invitait à cesser d'avoir peur de nous-mêmes. Car l'ombre ne disparaît jamais. Elle n'est pas un monstre à abattre, ni une part honteuse à cacher. Elle est le revers de notre lumière. Ce qui nous rend vivants, sensibles, complexes. Elle est cette rage sourde qui, parfois, protège notre tendresse. Cette jalousie qui naît d'un besoin d'amour non comblé. Cette colère qui révèle une injustice oubliée. Vouloir l'effacer, c'est vouloir devenir lisse et perdre ce qui fait de nous des êtres vrais. La vraie lumière ne brille pas au-dessus de l'ombre. Elle naît d'elle. Elle en est le fruit. Elle est ce qui reste lorsqu'on a cessé de fuir, lorsqu'on a osé se regarder en face, sans filtre, sans masque. Elle ne vient pas d'une perfection atteinte, mais d'une humanité embrassée. Et alors une chose étrange se produit, ce que l'on ne supportait pas chez les autres perd de sa force. Ce qui nous manipulait glisse sur nous comme l'eau sur la pierre. Ce qui nous blessait devient un signal, non une blessure. Parce que nous avons retrouvé en nous un centre. Une vérité. Une maison intérieure. Il n'est plus nécessaire de juger, de classer, de s'éloigner en silence. Parce que nous avons appris à poser des limites, non par peur, mais par respect. Nous avons appris à dire non, non pas comme une réaction, mais comme une affirmation. Et surtout, nous avons compris que la paix ne vient pas du monde, elle vient de la réconciliation intime avec notre chaos. Et si, à travers cette exploration des personnalités à éviter, une autre vérité se dessinait? Et si, parfois, la personne dont Jung nous avertissait, c'était nous? Pas dans une logique de culpabilité, mais dans une logique d'éveil. Car nous avons tous, à certains moments, projeté, jugé, fui. Nous avons tous porté des masques, nié des parts de nous-mêmes, cru que l'amour devait passer par le contrôle, la lumière par le déni. Mais aujourd'hui, il est possible d'arrêter cette mécanique. Il est possible de dire, oui, cette peur est en moi. Oui, cette part sombre existe. Mais je n'en ai plus honte. Elle ne me gouvernera pas, car je ne la repousse plus. Elle est là, comme une sœur silencieuse, comme une vérité oubliée, comme un allié secret. Et alors, le regard change. Ce que l'on craignait devient compréhensible. Ce que l'on fuyait devient familier. Et ce que l'on projetait sur les autres, on peut enfin le tenir dans sa main, doucement, sans jugement. C'est peut-être cela, devenir mature, ne plus chercher à devenir quelqu'un de bien, mais devenir quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne nie rien, qui ne prétend rien, qui ne joue plus.
Quelqu'un qui regarde son ombre, et y reconnaît un visage, le sien. C'est dans cette reconnaissance que naît la paix. Pas une paix parfaite, ni éternelle. Mais une paix douce, respirable. Une paix qui permet d'aimer, vraiment, sans confusion. D'être aimé, sans condition. D'exister, sans devoir prouver quoi que ce soit. Ainsi se boucle le cercle. On croyait devoir éviter certains types de personnes. Et l'on comprend qu'il faut surtout cesser de devenir, malgré nous, ce type de personne. Et cela ne demande ni force, ni combat. Cela demande du silence. De l'humilité. De l'amour. Pas l'amour romantique, ni idéalisé mais l'amour nu. L'amour de l'ombre comme de la lumière. Car finalement, c'est en accueillant l'ombre en soi que l'on cesse d'être fasciné par celle des autres. C'est en se pardonnant qu'on apprend à poser des limites sans haine. C'est en cessant de fuir que l'on commence à vivre. Et peut-être est-ce cela, la vraie lumière. Non celle qui brille fort, mais celle qui éclaire doucement. Non celle qui expose, mais celle qui révèle. Non celle qui juge, mais celle qui comprend. Une lumière humble, fragile, humaine. La nôtre,